11 novembre 2020, les titres de votre journal du 13h sur Canal 3 Bénin. Descente du ministre de l'Énergie sur les sites de mise en œuvre du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la Société béninoise d'énergie électrique dans le département de l'Atlantique. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux à Glo et à Akasato. Le Centre national de sécurité routière prime les lauréats du concours d'œuvres artistiques de sensibilisation sur l'excès de vitesse et l'usage du téléphone au volant. Le concours est initié en collaboration avec Handicap International. Atelier de réflexion sur la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Magistrats, forces de défense et de sécurité du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Niger échangent sur la thématique à Djougou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Descente du ministre de l'Énergie sur les sites de mise en œuvre du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la Société béninoise d'énergie électrique dans le département de l'Atlantique. Donna Jean-Claude Oussou est allé constater l'état d'avancement des travaux à Glo et à Akasato. Les précisions dans ce reportage signé Ali Moumouni et Rachidi Soubéo. C'est ici à Glo-Fanto, dans la commune d'Abomey-Calavi, que le ministre de l'Énergie démarre sa visite de chantier dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans le département de l'Atlantique, PRERA. Accompagné des responsables de la Société béninoise d'énergie électrique, des autorités préfectorales, municipales et locales, Jean-Claude Oussou est allé constater par lui-même l'état d'avancement des travaux. Ce qu'on peut noter à travers cette visite que vous avez notée à pas de charge de ce matin, c'est que les travaux ont effectivement démarré. Les travaux avancent effectivement sur le terrain. Les plannings prévisionnels qui sont prévus sont globalement suivis. La qualité, à mon sens, est au rendez-vous. Mais j'insiste pour qu'on poursuive dans ce sens. Grande est ma joie, parce que à voir l'immensité de ce projet, à l'horizon 2040, la baisse, les raccordements en désordre, les toiles d'araignée seront conjuguées au passé. Glo Djibé est à moins de 40 km de Cotonou et depuis longtemps, nous sommes restés sans l'électricité. Il a fallu ce gouvernement, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui a vu juste en nous permettant aujourd'hui de bénéficier d'un projet d'électrification rurale. Après Glo-Fanto, le ministre de l'Énergie s'est également rendu sur 3 autres sites à Akasato. PRERA est un projet de modernisation du secteur de l'énergie pour un meilleur accès à l'électricité au Bénin. Il vise entre autres le renforcement et la densification des réseaux électriques de la commune d'Abomey-Calavi, la construction d'une sous-station à Kokokodi et à Akasato sur le volet urbain et sur le volet rural, la construction de 171 km de réseau aérien HTA. Ce qui est fait à travers ce projet, le projet PRERA, pour lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est déjà de permettre un accès à plus de 50 000 ménages dans 82 localités, dans toute l'Atlantique. C'est un projet de plus de 40 milliards de francs, exactement 42, si mes souvenirs sont bons. C'est également une vision moyen-long terme qui nous permet donc d'avoir déjà des infrastructures de demain et d'après-demain. Nous avons visité tout à l'heure des installations souterraines qui sont en cours. Ces installations intègrent également de la connectivité puisque les fibres optiques sont également au rendez-vous dans le cadre de ce projet. À chaque étape de la visite de terrain, des explications sont données au ministre, aussi bien sur l'état d'avancement des chantiers que sur le mode opératoire. Actuellement, le projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans le département de l'Atlantique est à 53% de taux de mise en œuvre. Faut-il préciser que PRERA est cofinancé par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement. On était très heureux avec Monsieur le ministre et Monsieur le Président de pouvoir
constater l'avancement de ces travaux et constater la qualité du travail fait par Vinci, Bouygues et Eiffage sur ces chantiers. Le projet est un projet qui est piloté par la SBE, c'est à travers un comité de pilotage, à travers de la coordination de projet et à travers les entrepreneurs, on gère le projet dans son ensemble, en termes de coûts, en termes de décaissement, de paiement, en termes d'exécution des travaux et on doit intervenir des fois quand il y a des problèmes techniques ou des problèmes de gestion administrative. Avec PRERA, la base de clientèle de la SBEE bénéficiaire du projet sera augmentée de 8%, ce qui contribue à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. On parle maintenant du séminaire sur le développement économique et social du Bénin. C'est une initiative du Conseil économique et social. Au programme de la rencontre, réfléchir sur la question de l'accès à l'emploi en République du Bénin et plusieurs personnalités des institutions de la République prennent part aux travaux. Compte rendu. À ce séminaire initié par le Conseil économique et social ont répondu présents des présidents d'institutions, de hauts conseillers de la République, des représentants diplomatiques accrédités au Bénin et bien d'autres personnalités. Ils sont ici pour mener des réflexions sur la question du développement socio-économique et l'épineuse problématique de l'employabilité. La présente rencontre s'inscrit également dans l'effort de rendre visible aux acteurs socio-économiques et politico-administratifs de notre pays les actions qu'entreprennent au quotidien les conseillers au Conseil économique et social. Le Conseil économique et social a décidé, au regard de ses attributions, de réfléchir dans le cadre d'un séminaire dont l'un des thèmes est culture et développement. Sur quel socle socio-anthropologique construire le développement. La rencontre vise à reconnaître l'importance et le rôle des réalités socioculturelles et anthropologiques dans le développement du Bénin. Les travaux durent 2 jours au cours desquels plusieurs communications seront présentées aux participants. En partant de cette étude de la relation culture et développement, nous voulons ainsi poser la problématique de la prise en compte des facteurs culturels dans l'évaluation des perspectives de développement en Afrique et particulièrement du Bénin. La diversité culturelle dont regorge le Bénin constitue une véritable richesse qu'il faut savoir valoriser dans la conception et la conduite des politiques en faveur du bien-être des populations. À cet égard, qu'il me soit permis de reconnaître à sa juste valeur le signal fort donné par le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine culturel. C'est bien le lieu de lui dire que le Conseil économique et social reste solidaire de toutes les initiatives prises dans ce sens par le gouvernement. Il s'agira à l'issue de ce séminaire d'apporter une contribution à la réflexion nationale destinée à résorber la question de difficultés d'accès à l'emploi au Bénin. Après le lancement officiel de la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi, les initiatives se poursuivent pour la lutte contre le sous-emploi et le chômage au Bénin. Retour dans ce reportage sur l'organisation à Tukuntuna de la communale de l'emploi. C'est un reportage signé Abdou Sahabi Idrissou et Alassane Arona. La problématique de l'emploi reste et demeure une préoccupation majeure au Bénin. Face à l'offre d'emploi limitée, le gouvernement, dans sa politique de promotion de l'entrepreneuriat, lance à travers le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi la journée communale de l'emploi à Tukuntuna. Une journée qui intervient après le lancement officiel de la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi et qui vise à mobiliser toutes les forces vives des collectivités territoriales autour des questions liées à l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes à la base du développement local par un accompagnement et un suivi financier ne sont pas aujourd'hui les priorités à tous les niveaux. C'est à juste titre qu'au pilier 3 du programme d'action du gouvernement, dont les axes 6 et 7 sont relatifs respectivement
au renforcement des services sociaux de base et de protection sociale et au développement équilibré, justifie cette assertion. C'est donc une occasion d'exprimer la gratitude au chef de l'État, chef du gouvernement, pour des efforts consentis en matière d'insertion des jeunes. Par cette séance d'information, de sensibilisation, d'orientation et d'appui conseil, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes poursuivent leur offensive contre le sous-emploi qui est de 112%. Une manière pour ces deux structures de créer davantage un environnement propice et favorable à l'éclosion de l'entrepreneuriat, ceci à travers l'exploitation des potentialités d'emploi en milieu rural. En effet, toutes les potentialités économiques des communes ne sont pas exploitées pendant que les jeunes désertent leur milieu pour les grandes villes à la recherche d'un emploi. Aussi, l'on ne perçoit pas souvent la place des collectivités territoriales à la base dans la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes. Nous sommes ici parce que, animés d'une volonté de nous retrouver aux côtés de nos frères, éprouvés dans leur vécu quotidien par le manque d'orientation, le manque d'emploi. Précédemment stagiaire, Prosper Dakou, grâce à l'appui conseil de l'Agence nationale pour l'emploi, a pu décrocher un emploi salarié à la mairie de Natitengo. J'étais toujours au pied de la NPA sur les formations, les séances et autres. Donc, ça a permis à ce que le maire ait confiance en moi et il m'a nommé régisseur des recettes à la mairie lors du premier contrat. Tout récemment, ils m'ont encore promu où je suis nommé comptable matière dans cette commune. Emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? C'est le thème principal qui a retenu l'attention de l'assistance. Merci à vous. Et je l'annonçais au début de ce journal, le Centre national de sécurité routière prime les lauréats du concours d'œuvres artistiques de sensibilisation sur l'excès de vitesse et l'usage du téléphone au volant. Le concours est initié en collaboration avec Handicap International. Le Centre national de sécurité routière prend au sérieux la vie des usagers de la route et fait de la prévention des accidents son cheval de bataille. Avec Handicap International, il est convenu de renforcer les outils de sensibilisation et de lutte contre la sinistralité routière. Le concours d'œuvres artistiques et médiatiques innovants de sensibilisation sur l'excès de vitesse et l'usage du téléphone au volant lancé à cet effet a rendu son verdict. Cette activité de remise des prix s'inscrit dans la logique du Centre national de sécurité routière de renforcer les outils de sensibilisation. Chaque année, les statistiques au niveau du Centre national de sécurité routière rendent compte un peu plus de 2 tués tous les jours, avec une moyenne de 12 blessés. Il est vrai qu'au niveau de l'OMS, les statistiques révèlent un peu plus du triple. La réalité est que les accidents de la circulation au Bénin, comme dans la plupart des pays en développement, constituent un véritable problème de santé publique, avec un impact évalué à près de 1,5% du PIB de notre pays. Le présent concours lancé à travers les médias, télé et radio, du 27 juillet au 28 septembre 2020, vise à renforcer ces activités de sensibilisation sur 2 principaux facteurs à risque, l'excès de vitesse sur la route et l'usage du téléphone portable au volant, et mettre à la disposition du Centre national de sécurité routière et du Handicap International des outils de sensibilisation plus innovants. Le Centre national de sécurité routière travaille donc à réduire au mieux les comportements déviants de la circulation et ces actions ne passent pas inaperçues. Il m'est arrivé de couler les larmes tout à l'heure quand les œuvres passaient. Ce sont des œuvres de grande utilité, je dois l'avouer. Et j'ai envie de dire, lorsque la circulation est sans accident, les sapeurs-pompiers sont moins sollicités. Nous n'avons pas beaucoup de moyens et lorsque les accidents vont diminuer, à défaut de ne plus survenir, nous allons nous concentrer sur les cas qui vont se présenter. Tous les lauréats de ce matin sont tous jeunes.
C'est la preuve qu'il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle vague de réalisateurs, il y a une nouvelle vague d'artistes qui est en train de naître. Et je crois que c'est aussi la preuve qu'à partir de maintenant, on pourra vraiment compter sur cette jeunesse-là, qui est une jeunesse entreprenante et très réfléchie. Les candidats ont eu 3 mois pour rendre compte de leur imagination à toucher la sensibilité des usagers de la route, et ceci dans 5 catégories différentes. Les lauréats sont donc repartis avec des chèques allant de 150 à 700 000 francs CFA. On s'intéresse maintenant à cet atelier d'échange sur la finalisation du document de procédure opérationnelle standardisé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet mitigation de la propagation de la COVID-19 aux postes frontaliers terrestres du Bénin. Le reportage est signé Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouin. Le projet va permettre de mieux gérer le flux de personnes aux frontières du pays en vue de prévenir efficacement le coronavirus. Dénommé mitigation de la propagation de la COVID-19 aux postes frontières terrestres du Bénin, il est conjointement porté par la Direction de l'immigration et de l'immigration ainsi que la section béninoise de l'Organisation internationale pour les migrations. À la rencontre d'Abomey, policiers républicains, douaniers, forestiers et autres parties prenantes travaillent pour finaliser le document mémoire. Celui-ci retrace les bons réflexes et les bonnes conduites à tenir par les divers agents pour contribuer à freiner la propagation du mal. Un document de procédure clair et explicite permet à chaque partie prenante et à chaque acteur impliqué de prendre des actions et des mesures idoines. C'est le lieu de réitérer l'engagement de l'Organisation internationale pour les migrations auprès du gouvernement du Bénin pour poursuivre ensemble les efforts de la préparation et de la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Ces 2 jours d'assises sont le créneau idéal pour faire un état des lieux de la lutte contre la propagation du coronavirus aux frontières du pays ainsi que les contributions apportées par les uns et les autres. Au total, 5 frontières ont été identifiées et constituent les points à fort taux de fréquentation pris en compte par le projet. Les actions envisagées vont impacter sur la période du 31 juillet au 31 décembre 2020 10 500 voyageurs de ces postes frontaliers. Le document en voie de finalisation est appelé « Procédure opérationnelle standardisée ». C'est une contribution aux efforts du gouvernement qui a réussi à maintenir à ce jour à 44 le nombre de personnes décédées de la maladie contre 3055 testées positives. C'est vraiment une bonne chose, déjà dans la mesure que ça a impliqué tous les acteurs et ça a pris aussi en compte l'aspect genre. Nous sommes vraiment satisfaits. Il est d'un intérêt capital de considérer et de prendre part aux échanges fructueux qui ressortiront de ce cadre de travail sur la validation des procédures opérationnelles standardisées de gestion des cas de COVID-19 au point d'entrée du Bénin. Les dites procédures permettront à chacun de nous, en particulier aux agents en poste aux frontières terrestres, de jouer leur partition afin de contribuer à la lutte contre la propagation interpersonnelle de ce virus. Selon les acteurs, le document de procédure opérationnelle standardisé sera en conformité avec le règlement sanitaire international RSI. Dans la mise en œuvre du projet, la Direction de l'immigration et de l'immigration a bénéficié, en plus de l'Organisation internationale pour les migrations, de l'appui du gouvernement de la Norvège. Et ce journal se poursuit maintenant. Autre sujet d'actualité, bien plus d'1 siècle et demi que l'esclavage a été aboli et la traite négrière conjuguée au passé. Mais avant, l'Afrique a perdu nombre de ses fils, parmi lesquels certains, bien que déportés, ont lutté pour s'affranchir. Au nombre de ceux-là, un Béninois dont le nom jusqu'ici est resté inconnu de ses concitoyens. Asiongo Kanye Asiongo nous en parle puisque l'homme a été célébré. Le Bureau de développement Afrique-Alabama du groupement d'intérêt économique rend hommage au dernier survivant du bateau Clotilde, le Béninois Koudiaoulou Alekosola Lewis, originaire de Banté. Une conférence internationale a été organisée le jeudi 10 décembre pour célébrer la mémoire de ce Béninois déporté de force en 1860. L'initiative du groupement est de restaurer la mémoire de celui-ci. Ensemble, nous pouvons restaurer les choses. Ensemble, nous pouvons partir sur ce départ-là. Je pèse mes mots, partir de ce départ-là et construire l'avenir pour nos 2 communautés. C'est vrai, l'océan Atlantique nous a séparés, mais aujourd'hui,
notre aïeux est honoré, restauré et sera célébré chaque année dans notre pays en partenariat avec les 2 municipalités de l'État d'Alabama, la mairie de Bouchard et la mairie de Mobile. Je suis très émue ce matin. Je suis toute petite devant vous parce que l'œuvre est immense. L'illustre que nous célébrons le mérite. Alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, Kudjo Oluwale Lewis a été fait prisonnier et envoyé à Ouida avant sa déportation vers les États-Unis. La traversée a duré 45 jours sur le bateau Clotilde avec une centaine d'autres compatriotes et une fois arrivé à destination, Kosola a travaillé pendant 5 ans en tant qu'esclave. À cette célébration, la chargée de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis au Bénin et d'autres personnes saluent la mémoire de l'homme. Monsieur Kudjo Oluwale Lewis est en fait partie de plusieurs gens qui ont construit notre pays et la richesse de notre pays. Donc c'est vraiment important de protéger et promouvoir cette histoire importante. Kosola Lewis, qui représente toute une communauté déportée aux États-Unis il y a environ 2 siècles. La conférence qui se tient ce jour nous permettra de comprendre mieux les péripéties de ce voyage et comment Lewis est aujourd'hui le héros de tous ceux-là qui ont été déportés. Après son émancipation le 12 avril 1865, Kudjo Oluwale Kosola a pris le nom de Lewis et a fondé avec ses compagnons African Town dans l'Alabama. Il meurt le 26 juillet 1935 à l'âge de 94 ans. Un monument est érigé en sa mémoire à Banté pour pérenniser son nom et ses actes. Atelier de réflexion sur la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs, magistrats, forces de défense et de sécurité du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Niger échangent sur la thématique et la rencontre se déroule à Djougou. Les conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs sont de plus en plus récurrents au Bénin, pays d'accueil des pasteurs en provenance du Sahel, notamment du Burkina Faso et du Niger. Face à cette situation qui menace la stabilité de l'économie sous-régionale, la CEDEAO et l'Union africaine, en collaboration avec la GIZ, ont initié ces assises de Natitengu au nord Bénin. Une rencontre qui a mobilisé magistrats et forces de défense et de sécurité en provenance du Togo, du Burkina Faso, du Niger et bien évidemment du Bénin. Pendant 72 heures et sous la direction de l'ONG Potalmen, ces hommes de droit seront outillés sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits en lien avec la transhumance. La transhumance ne se passe pas sans conséquences. Une de ces conséquences majeures, c'est les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits, parfois, c'est des conflits meurtriers qui conduisent vraiment à des situations très, très difficiles. Donc, c'est dans ce cadre que Potalmen, dans sa mise en œuvre de ses actions d'éducation-formation, a fait aussi des questions de prévention et gestion des conflits en lien avec la transhumance, une priorité. Qu'il vous souvienne que la CEDEAO, depuis 1998, a fait de la transhumance un instrument d'expérimentation de son protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. L'enjeu de ces assises répond à un double impératif, celui de renforcer et d'harmoniser les compétences des participants afin de favoriser la coopération entre les États concernés dans la prévention et la protection des droits humains en rapport avec la transhumance transfrontalière. De façon spécifique, il permet d'expliquer l'esprit des tests communautaires nationaux en matière de transhumance, de sensibiliser les magistrats et les forces de sécurité et de défense sur les questions de droits humains en lien avec l'application de la transhumance transfrontalière, de documenter les participants avec les procédures idoines pour instruire les dossiers relatifs au pastoralisme et à la transhumance. Autant d'actions de prévention pour apporter une réponse ferme et adaptée à la transhumance transfrontalière. Je voudrais particulièrement remercier l'Union africaine, la CEDEAO et la coopération allemande à travers la GIZ
pour leur appui constant dans la gestion des espaces frontaliers. Je vais également témoigner ma gratitude à l'ONG Potalmen pour son leadership et son engagement dans l'amélioration des conditions de vie des communautés pastorales. Cadre d'orientation de stratégie, de prévention et de gestion des conflits, le présent atelier mettra un point d'honneur sur la problématique du foncier pastoral, les avantages et les limites du pastoralisme et les enjeux y afférents. Campus Santé en milieu universitaire, c'est le nom d'une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi en collaboration avec des responsables étudiants. Il s'agit d'une séance de sensibilisation itinérante sur des mots tels que les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, le harcèlement en milieu universitaire, puis les mesures barrières à la COVID-19. Le lancement de cette tournée a commencé hier à l'Okosa. Le reportage est signé Geoffroy Messon. Cette distribution de masques de protection anti-Covid est l'un des actes de cette séance d'échange, organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, en collaboration avec des responsables étudiants. Elle s'est déroulée dans la matinée de ce jeudi 10 décembre dans l'un des amphithéâtres de l'Institut national des sciences techniques et industrielles, INSTI, SIUT, de l'Okosa dans le département du Mono. La séance est dénommée Campus Santé en milieu universitaire. C'est donc l'occasion pour nous de remercier au prime abord la DECOUS, son staff, et les organisations étudiantines pour avoir organisé cette journée de sensibilisation Campus Santé à l'endroit des étudiants de notre centre universitaire de l'Okosa. Mesdames et messieurs, la bonne santé est importante dans la vie d'un étudiant car son absence porte inévitablement entorse au succès académique. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, voilà pour nous une occasion pour être moins ignorants. Nous espérons qu'au terme de cette activité, la forte sensibilisation se fera sentir dans nos actes, dans nos comportements et même dans nos pensées. Les communications de cette séance de sensibilisation Campus Santé en milieu universitaire ont porté sur 4 thématiques. Il s'agit de grossesse non désirée et avortement provoqué, les IST et le VIH-Sida, le harcèlement sexuel en milieu universitaire, puis les mesures barrières à la COVID-19. Ici à l'Okosa, le FUNIAP a déjà organisé un peu des activités par rapport à cette thématique, mais c'est la première fois que le COUS même l'organise parce que ce sont vos responsables étudiants même qui l'ont demandé pour que nous venions vous parler de toutes ces maladies-là, surtout des IST qui sévissent beaucoup au sein des jeunes et en milieu universitaire. Donc nous vous exhortons à bien suivre la communication et surtout à mettre en pratique toutes les recommandations qui vous seront faites par le médecin du COUS-AC qui est venu vous entretenir là-dessus. Donc je compte vraiment sur vous et je compte sur vos changements de comportement. Je voudrais, au terme de cette assise, rassurer qu'au niveau de l'Institut et de l'INSET, nous prendrons des mesures pour mieux suivre nos étudiants. Je vous remercie. Campus Santé en milieu universitaire est organisé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle se déroulera dans les prochains jours à Dassa, Abomey, sur le campus d'Abomey-Calavi, Porte-Novo, Adiara, Kétou et Sakété. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation, de réalisation et de diffusion vous remercie pour votre attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes et passez un très bon week-end.